bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. En vue de la présidentielle, le Conseil constitutionnel est en train d'examiner les dossiers de candidature. Parmi les 10 premiers déjà contrôlés, seul un a été officiellement validé par la commission de contrôle des parrainages. Il s'agit de celui de Boubacar Camara. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs invité le candidat Cheikh Tidiane Gadio à revoir sa copie. Rien de péjoratif, le candidat a des problèmes de doublons externes. Un délai de 48 heures lui est donné pour y remédier. On en parle dans cette édition. Et au Conseil constitutionnel, toujours la présence donc des mandataires, des candidats lors de l'examen des dossiers de candidature par la commission de contrôle des parrainages est un impératif. Cependant, celui du candidat Ousmane Sonko était absent. Maître Ciré Clédorli était victime d'un malaise. Selon un membre de la cellule communication du parti dissous PASTEF, Sadir Top précise que l'avocat se présentera prochainement au Conseil constitutionnel. Vous l'entendrez. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Remplacez être par liquide. Alphonse de Lamartine, ne vous en voudrez pas. C'est pour parler de la situation à l'aéroport international Blaise Diagne. En effet, en raison d'une rupture de carburant à l'aéroport de Diass, plusieurs vols sont mis en attente aujourd'hui. Vous aurez les détails dans cette édition. Et comme chaque samedi, Mame Seynabou Babou est bien là pour nous parler ou nous proposer la rubrique portrait. Dans un contexte où la perception d'un bon nombre est que les enfants sont laissés à eux-mêmes, elle est allée donc à la rencontre de la fondatrice du premier et unique institut académique pour les bébés au Sénégal. Fadialo, c'est son nom. Dans sa structure, oui, les femmes apprennent comment s'occuper donc d'un bébé de 0 à 3 ans. Découverte à suivre. Le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil constitutionnel a validé le dossier de candidature de Boubacar Camara, premier sur l'ordre de passage pour la vérification des dossiers. Son mandataire, Mor Ndiaye, dit avoir déposé le nombre maximum de parrains demandés. Cependant, 6069 parrains sont invalidés car introuvables dans le fichier électoral. Suivons ces précisions au micro de Pape Bokar Mbowa. Sa candidature a été validée à la suite, n'est-ce pas, de l'évaluation du nombre de parrains qui a été déposé, qui était le maximum, 58 975. Et parmi ceux-ci, il y a 6069 qui ont été invalidés et introuvables du fichier électoral. Ce qui est vraiment bizarre, parce qu'on ne peut pas comprendre une carte d'identité nationale dûment délivrée, n'est-ce pas, à son propriétaire, qui a pris le soin de valider et de nous parrainer, de signer et de nous parrainer, et qu'on ne retrouve pas, n'est-ce pas, qu'on ne retrouve pas dans les fichiers. Ça pose problème. Et donc, ça fait appel à, n'est-ce pas, l'éternel combat de l'opposition pour qu'il y ait un partage du fichier électoral avec tous les acteurs politiques. Parce que quand même, les acteurs politiques doivent savoir les tenants et les aboutissants du fichier électoral. Parlons d'un autre candidat déclaré. Le dossier de candidature de Cheikh Tidiane Gadio n'est pas encore validé par le Conseil constitutionnel. Son mandataire, Aminata Diagne, affirme que son candidat a eu donc des problèmes de doublons externes. Un délai de 48 heures lui est donc donné pour y remédier. Elle se garde donc de communiquer sur le nombre de parrains manquants. Elle s'est exprimée à sa sortie donc au micro de Pape Bokar Mbowa. Ni ma leen ko waxee woon démb rek dossier bi moom machallah c'est parfait, tout est ok, mais comme on le pensait, c'est au niveau des parrainages qu'on a eu quelques problèmes. Donc et on a 48 heures donc pour aller trouver d'autres parrains, pour pouvoir combler gap boobu. Donc problème mu parrain ku ne xam na ko rek mooy ay doublons yi am. Donc, et comme nous avions une bonne réserve, nous allons puiser dans cette réserve et nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Combien de parrains vous devez remplir? Moi, je préfère taire le nombre. On garde ça pour nous. Voilà.
Et je vous en parlais en début de journal. Le mandataire de Ousmane Sonko ne s'est pas présenté ce matin au Conseil constitutionnel. Et pour cause, Maître Ciré Clédor Ly était victime d'un malaise d'après Sadir Top, le membre de la cellule de communication du parti dissous PASTEF, explique ainsi que l'avocat ou la robe noire va se présenter prochainement au Conseil constitutionnel pour suivre le dossier de Ousmane Sonko. Il est joint au téléphone par Papa Alunsar. L'avocat Maître Ciré Clédor Ly n'a pu se présenter au Conseil constitutionnel parce qu'il a eu un malaise ce matin qui l'a empêché d'y aller. Vous savez, à son âge et toutes les péripéties qu'il a vécues en 2023, et peut-être la fatigue, et surtout qu'hier soir, il a travaillé jusque tard. Ce matin, il n'a pu se rendre au Conseil constitutionnel parce qu'il a eu un malaise. Mais l'information aujourd'hui, c'est que dans les jours à venir, sans doute, après repos, il ira au Conseil constitutionnel pour s'acquitter de la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire d'aller représenter comme étant le mandataire du président Ousmane Sonko, c'est-à-dire de la coalition Sonko président pour l'élection présidentielle de 2024. Et toujours en vue de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 et en marge de l'installation de son directoire de campagne, la coalition Benno Bokk Yakaar étale ainsi sa feuille de route. Elle met en place différents pôles pour le directoire en question. Deux ont notamment attiré l'attention de notre reporter, un pôle d'opération électorale et un pôle programme. Écoutons à ce propos les précisions de Morngom au micro de Bokartal Kalamban. Un des plus importants de ces pôles que nous allons mettre en place, c'est le pôle stratégique que le président de la République a décidé de confier à Moustapha Niasse. Nous allons aussi créer un pôle qui va s'occuper de la communication. C'est un pôle important pour nous, car qui parle d'élection parle de communication. Il y aura aussi un pôle très important qui est le mouvement de soutien, qui fait partie des points les plus importants qui vont nous permettre de gagner la présidentielle dès le premier tour. Le candidat pour que l'élection puisse être remportée dès le premier tour le 25. Pendant ce temps, à l'aéroport international Blaise Diagne, en raison d'une rupture de carburant, plusieurs vols sont mis en attente ce jour. Il s'agit des vols HC 331 Dakar-Casablanca, HC 417 Dakar-Milan, HC 331 Dakar-Cotonou. Les vols de cet après-midi sont également impactés et mis en attente, en l'occurrence les vols HC 303 Dakar-Abidjan, HC 209 Dakar-Conakry, HC 213 Dakar-Banjul, HC 205 Dakar-Nouakchott. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Air Sénégal dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Toutefois, Air Sénégal présente ses excuses pour le désagrément impactant donc toutes les compagnies aériennes de Diass ou à Diass et prend donc actuellement toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer les vols dans les meilleurs délais. Des avions cloués au sol donc, nous allons prendre la route pour suivre le directeur général de la Sénélec, Pape Mademba Bitèye, est en tournée dans les villages situés autour du lac Rose. Des villages qui ont en commun un problème d'éclairage public. Pape Mademba Bitèye rassure et promet de sortir du noir ses habitants de cette partie de la commune de Tivaouane Peulh Niague, suivant les explications du directeur général de la Sénélec. Madame Khady Diaw Khady Traza. Parce que depuis qu'on a pris contact et qu'elle nous a fait part des doléances des populations de cette localité, elle n'a cessé d'échanger avec nous pour que des solutions idoines puissent être trouvées. Mais je voudrais rassurer les populations pour vous dire aujourd'hui ce que vous demandez. Nous allons le faire. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'il y a les localités où l'électricité est présente, qui sont électrifiées. Il y a un problème d'éclairage public qui se pose. Il y a d'autres localités pour lesquelles nous allons envoyer une équipe.
L'obscurité peut aussi susciter l'insécurité. En cette période de fin d'année, les agressions ne se comptent plus dans la station balnéaire et ses environs. Si certains craignent que cette situation entraîne la fuite des touristes, pour ne pas dire le retour au bercail de ces derniers, des acteurs donc qui se contentent de leur propre dispositif sécuritaire se montrent plutôt optimistes. Suivant les détails, c'est avec notre reporter ou notre correspondant permanent Amour, Moutaga Khan et son ami bien sûr Momo Doba. Station balnéaire de Saly, qui est réputée calme et paisible, est en proie à une insécurité notoire qui inquiète beaucoup les populations. Un jeune de Saly que nous avons trouvé près de chez lui témoigne. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'agressions au niveau de Saly. Et ces agressions, la plupart, ceux qui le font, c'est des gens en moto, Jakarta et consorts. Soit, par exemple, ils font des vols à l'arraché. Ils aperçoivent quelqu'un avec son portable, ils profitent pour essayer de voler ça. Les conducteurs de moto Jakarta sont pointés du doigt. Il y avait une fille qui passait. À un moment donné, on a vu le Jakartaman qui avait pris son téléphone. C'est après que je me suis levé avec quelques gars, on a réussi à maîtriser le Jakartaman. On l'avait acheminé à la gendarmerie, à la police de Saly. Cette situation pourrait concourir à détourner les touristes de la destination Sénégal. Ces temps-ci, on assiste à une situation très déplaisante. Cette situation peut pousser les touristes à ne plus venir ici, car les agressions font légion à Saly. La prostitution aussi est en passe de gangréner Saly. Là-bas, à côté de chez Ousmane Games, on n'ose pas passer par là-bas la nuit, parce que tu passes là-bas la nuit, tu vois des filles sans scrupules qui te disent « Monsieur business, business ». Je me dis que même s'ils doivent faire ça, ils ne doivent pas faire ça dans la rue comme ça. Un responsable d'un grand restaurant de Saly s'est montré plus serein. Écoutez, dans le secteur dans lequel on est implanté, je n'ai pas entendu de soucis d'agression ou quoi que ce soit. Nous, on a notre propre service de sécurité. La plupart des habitants de Saly que nous avons rencontrés accusent les étrangers de pervertir leur cité, qui est très ancrée dans les valeurs religieuses. Insécurité, délinquance, prison et libération. 1372 détenus justement sont ainsi libérés. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle en cette veille de nouvelle année, une tradition républicaine en faveur des délinquants primaires et des détenus présentant des gages de resocialisation, précise un communiqué du ministère de la Justice. Et pour freiner l'évolution du taux de chômage qui, selon les derniers chiffres disponibles, était au quatrième trimestre de 2022 à 21,9%, voici le projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage. L'ambition donc est de le mettre en œuvre au Sénégal pour ainsi rendre les métiers de l'artisanat plus rentables et compétitifs. Les cibles, 400 mètres d'apprentis tailleurs, notamment ou précisément à Kaolack, pour une remise de matériel. Exactement 178 équipements pour les tailleurs qui sont déjà réceptionnés pour une valeur de 178 millions de francs CFA. À côté de ces équipements, ces maîtres tailleurs seront également formés pour se perfectionner donc leurs compétences dans l'utilisation de cette nouvelle génération d'équipements. Suivons les explications de Amadou Diallo. Il est le DAGE du ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion. Suivons-le au micro de Sekou Diallo. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack au nom de Madame le ministre, Madame Maria Massar, ministre de la formation professionnelle, pour la réception d'équipements dans le cadre du projet PESA. C'est un projet qui aujourd'hui réceptionne 178 équipements pour les MA, les maîtres artisans, principalement des tailleurs de la région de Kaolack. Il faut rappeler que c'est un projet qui doit fournir 400 équipements pour les artisans de la région de Kaolack pour une valeur de 400 millions. Et aujourd'hui, on est à la livraison du premier lot qui consiste à équiper les tailleurs de la région pour un montant de 178 millions. Et rappelez aussi que c'est un projet global qui a été initié par son Excellence le Président Macky Sall, qui consiste à accompagner les artisans dans le cadre de la valorisation des acquis d'expérience, mais aussi dans le cadre aussi de l'accompagnement avec des équipements pour une valeur de 8 milliards. Le projet global fait 30 milliards. À côté aussi des équipements, il y a des formations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'au Sénégal,
L'apprentissage se fait de manière informelle. Le président a dit donc qu'il faut donc qu'on aille maintenant vers la formalisation. Donc aller chez les maîtres d'apprentis, les accompagner, encadrer les apprenants vers la certification. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui valorisation des années d'expérience. Dans la région, on a 400 bénéficiaires. On a 400 bénéficiaires dans plusieurs filières. Aujourd'hui, on a choisi les tailleurs. Financements environnementaux, sociaux et gouvernance. Dakar a émis des obligations de l'ordre de 295 milliards de francs CFA. Le Sénégal a donc fait des avancées notables dans les financements ESG au niveau de la zone africaine et s'est déjà doté d'un cadre dans ce sens homologué et validé par les institutions internationales. Une information issue d'un panel animé par Adam Sek, coordonnateur de la cellule d'études et de planification au ministère des Finances et du Budget. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pama Falfala. Ce thème étant de portée générale, il fallait en faire une déclinaison pour le ministère des Finances et du Budget par rapport à nos missions. C'est pourquoi le ministère des Finances est intervenu pour cette journée-là pour faire un sous-thème relatif au financement ESG pour l'accès aux femmes, l'accès des financements aux femmes. Pourquoi ce thème? Tantôt, quand je disais la thématique concernait l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable, la notion de durabilité nous intéresse et intéresse les plus hautes autorités de ce pays. Tous les documents stratégiques de ce pays-là abordent cette problématique de développement durable. Maintenant, pour adresser ces questions-là, par rapport à nos missions, le ministère des Finances a mis en place un référentiel qui est le document cadre de financement ESG. Et à travers ce document-là, et les catégories de dépenses qui sont éligibles, il est possible de pouvoir soutenir les projets de développement favorables à l'impulsion de l'activité des femmes et ces financements-là. Donc cet outil-là, devrais-je dire, permet quand même de mobiliser des ressources permettant de financer ces projets-là. Et du coup, ça devra avoir comme impact de favoriser l'accès des femmes au crédit, donc favoriser l'impulsion, l'inclusion financière des femmes. Donc c'est pourquoi nous avons développé ce thème par rapport à l'autonomisation, donc l'accès au financement et utiliser le cadre ESG pour cela. Parlons à présent de tout à fait autre chose. La direction des semences a organisé donc une session de formation de 5 jours sur la qualité des semences pour une vingtaine de laborantins. Objectif, renforcer la qualité des semences et en qualité ou en quantité suffisante pour une agriculture performante, explique ainsi Mansour Diop de la division des semences à la direction de l'agriculture. Il est au micro de Chersal. Le développement des chaînes de valeur vise vraiment à réduire l'importation, améliorer la production et la productivité. Et qui dit améliorer production et productivité, dit améliorer la qualité et la quantité des semences qu'on produit pour l'ensemble des écosystèmes du riz. Comme le projet intervient pratiquement sur l'ensemble du territoire sénégalais, pour cela on a jugé nécessaire d'appuyer les structures qui travaillent dans ce domaine, particulièrement dans la production de semences de riz, notamment la DEA à travers sa division de semences d'ISEM, mais aussi l'ISRA qui produit les semences de brébase. La production de semences nécessite beaucoup de facteurs à mettre en place, notamment la quantité, la qualité, mais aussi le renforcement de capacité des ressources humaines. C'est pour cela que le projet s'est misé sur ces structures étatiques pour les renforcer en connaissance au niveau national et au niveau régional, mais aussi les doter aussi les moyens pour pouvoir mener à bien leur mission. C'est pour cela que nous on manifeste un sentiment de satisfaction par rapport à ces jours de formation qu'on a tenus ici au niveau de la DISEM, et on espérons que ça va impacter de manière positive sur nos objectifs qu'on a visés, c'est-à-dire atteindre l'autosuffisance en riz et pour garantir la souveraineté alimentaire du Sénégal. Et puis cette question,
quelle est la responsabilité d'un parent sur son enfant? Au Sénégal, nous serions tentés de dire que certains en font fi, puisque beaucoup ont démissionné sur l'éducation de leurs enfants. Le constat est perceptible, notamment après l'affaire Kuriomandé. Des parents se prononcent justement sur la question qui a suscité beaucoup d'émotions. Ils mettent ainsi leur père devant leurs responsabilités. Suivons les détails dans ce reportage signé Ndeye Anta Diop. Sa maison qu'on a trouvé cette jeune femme qui vend du café Touba. da ngay gis ku jur doomam dem sànni ko ci mbalit bi lu nekk ngay gis te xale yooyu yàlla bu mu leen indi ci àdduna du pour woon torturer leen kon ñuy def loolu noonu dañu war a xeex pour loolu. Elle est assise avec ses enfants et nièces en toute harmonie. Concernant l'éducation des enfants, Fama déplore la démission de certains. loolu daal ci man parents yooyu noonu bu ñu koy def xaw ma ànd nañ ak seen xel. Je ne sais pas si les parents sont conscients de ce qu'ils font, mais je suis contre. Si toutefois tu décides de donner la vie, il faut être capable de l'entretenir convenablement. Mouchindiaï est plus radical. Il pense que les parents ne sont pas en mesure d'entretenir correctement leurs enfants. Il ferait mieux d'arrêter de donner naissance. Il existe des personnes qui aimeraient bien avoir un enfant. Et si Dieu vous donne l'opportunité d'en avoir, il faut s'en occuper vraiment. Moi, je pense que si on n'est pas capable d'entretenir un enfant, on ne doit pas le mettre au monde. De l'autre côté, nous trouvons Ndeysaw qui vend ses beignets très en colère. Elle sensibilise tous les parents. Je suis vraiment en colère de cette affaire de Ndella Madior. C'est vraiment décevant. Je demande à tout un chacun d'arrêter de donner naissance s'ils ne sont pas prêts pour entretenir un enfant. Ndella Madior Diouf est placée sous mandat de dépôt dans l'histoire de sa pouponnière fermée pour irrégularité. Mais dans cette histoire, la responsabilité des parents n'est pas à exclure. Des parents donc qui interpellent leur père PAIRS sur l'éducation de leurs enfants. Et comment s'occuper justement de son enfant? Mame Seynabou Babou nous en parle dans la rubrique Portrait. Elle s'intéresse aujourd'hui à la fondatrice du premier et unique institut académique des bébés au Sénégal. Dans son établissement, les métiers de la petite enfance sont enseignés. En moins d'un an, des élèves apprennent comment s'occuper d'un bébé de 0 à 3 ans. La responsable se nomme Fadialo. Sa structure a été créée depuis 2018 et se fait en nom et demande à l'État d'accompagner les jeunes qui veulent profiter de la formation mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de payer la somme de 420 000 francs CFA. Suivons les détails. C'est avec Mame Seynabou Babou qui nous dresse ainsi son portrait. Quand on a un enfant, ça nous est cher. Un enfant, c'est dans notre cœur, c'est notre âme, c'est notre tout. Alors, être regardant sur la personne qui va prendre en soin votre enfant, c'est important. C'est ce qu'il a compris très tôt et c'est pourquoi elle a mis sur pied un institut de formation académique pour les bébés. En plein examen, les élèves avec leurs mannequins, livres et paniers de légumes font des simulations. Cet institut traduit l'histoire d'une maman qui venait de rentrer fraîchement de la France avec ses enfants. L'Institut académique des bébés, c'est l'histoire d'une maman. C'est la mienne. Je me suis juste rendu compte que j'arrivais pas à trouver de professionnels pour s'occuper de mes filles. En 2018. Alors j'ai décidé de former une personne, puis par la suite il y a des amis qui m'ont demandé de former d'autres personnes et je me suis dit mais pourquoi pas, d'autant plus que les métiers de la petite enfance m'ont permis de financer mes études à l'étranger. Après son diplôme en gestion des entreprises, la passionnée des petits bouts de bois de Dieu s'est également formée au métier de la petite enfance. J'ai beaucoup travaillé pendant 10 ans dans les collectivités à l'étranger. Et j'ai mon BAFA, j'ai eu quelques formations en développement psychomoteur, j'ai fait la nutrition infantile, la psychologie de l'enfant, les neurosciences et cognition. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de former des jeunes qui ont décroché le métier innovant de la petite enfance.
Ses débuts étaient très difficiles, il lui a fallu du temps avant d'avoir des élèves et un local adéquat. Moi, j'ai commencé à démarcher dans les églises chaque dimanche. J'y allais avec des flyers et puis on a pu enrôler 10 parce que je n'avais pas assez de place dans mon garage parce que les cours ont démarré dans un garage. J'ai démarré avec mes propres moyens. On est sorti du garage en 2019. On a été incubé par Make Sense en tant qu'entrepreneur social. Donc 2019, on était à IAM et puis 2020, nous avons, grâce à IEP, réussi à avoir nos propres locaux en 2020. Aujourd'hui, elle est reconnue pour ses compétences. Son objectif est de former 4500 jeunes. Nous venons de signer une convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Donc l'objectif, c'est de former 4500 dans les 46 départements du Sénégal, mais d'en insérer 3000. Mais également de créer des structures, crèches communautaires de proximité pour pouvoir les insérer au sein de ces crèches. Sur le scandale de la pouponnière Cueillir-Mandé, elle reste ferme sur sa position. Elle m'a complètement déstabilisée, désabusée. Je savais même, en fait, je pense que j'ai occulté parce que je ne voulais pas y croire. Mais je suis ravie que le président de la République ait pris ses responsabilités pour signer ce décret qui était dans le circuit depuis 2019. C'est historique et il peut en être fier et on est fier de cela. Entre elle et les petits, c'est une longue et véritable histoire d'amour. Fadialo invite les parents à être plus attentifs aux personnes à qui ils confient leurs enfants. C'est donc la fin de cette édition. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Bonne année à toutes et à tous. J'espère ainsi vous retrouver en 2024, toujours avec le même plaisir, bien évidemment, et avec plus d'informations sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous. Excellente fête à toutes et à tous.